New York est peut-être la ville la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Il s'agit là d'une bien grande revendication car la concurrence est rude. Même aujourd'hui, ce n'est pas la ville la plus grande, la plus riche, la plus productive, ni même la plus peuplée du monde. Or, alors qu'elle commençait à peine à devenir la métropole qu'elle est aujourd'hui, elle a été la première fondation de ce qui allait devenir l'économie la plus importante et la plus dominante de tous les temps. Aujourd'hui, dans ses frontières toujours plus étendues, la ville a un produit métropolitain brut, PMB, de 1,9 billion de dollars. Cela représente une économie qui est plus importante que celle de n'importe quel autre pays, à l'exception des 9 pays les plus productifs au monde et qui pèse autant que l'économie de l'ensemble du Canada. Elle est également plus importante que l'économie collective de l'État de New York lui-même, ce qui est difficile à comprendre. L'ampleur de cette métropole commence toutefois à prendre un peu plus de sens si l'on considère ce qu'elle a rendu possible. New York est la capitale financière du monde, dans un pays qui est, de facto, le centre mondial du commerce, de la géopolitique et, il faut le reconnaître, de la puissance militaire. Quelques petits immeubles de cette ville attirent des milliers de milliards de dollars provenant du monde entier et les mettent au service de certaines des entreprises les plus précieuses et les plus productives jamais créées. Certaines de ces entreprises, comme Apple ou Microsoft, valent aujourd'hui individuellement plus que toutes les entreprises publiques cotées en bourse de pays comme l'Australie, qui est elle-même une grande économie mondiale. Non contente d'être le centre des plus grands marchés financiers du monde, la ville de New York développe également un centre technologique qui rivalise avec d'autres villes américaines comme Seattle et San Francisco. Elle développe également d'autres industries substantielles qui ne reçoivent pas autant d'attention, comme le cinéma, les médias, le tourisme et même, de manière surprenante, l'industrie manufacturière. New York est aussi une ville qui est plus que la somme de ses parties. L'histoire de sa croissance, d'un port de commerce hollandais au centre de la finance mondiale, peut nous apprendre beaucoup sur le développement économique des États-Unis dans son ensemble. Elle peut aussi nous donner un aperçu de son avenir. Les mégapoles ont été de puissants moteurs de la croissance économique mondiale au cours du siècle dernier, mais elles ont leurs propres problèmes. Nombre de ces derniers deviennent de plus en plus évidents dans la mégapole qui est sans doute à l'origine de tout. Alors, qu'est-ce qui a rendu la ville de New York si dominante sur le plan économique ? Que peut-elle nous apprendre sur la réussite économique du reste des États-Unis ? Et enfin, quels sont les défis économiques que cette ville devra relever dans les années à venir ? Une fois que nous aurons répondu à toutes ces questions, et juste pour le plaisir et le fun, nous pourrons placer New York sur le classement de l'économie expliquée. La ville de New York, telle qu'elle existe aujourd'hui, a vu le jour lorsque les nouveaux États-Unis d'Amérique ont repoussé les forces britanniques à la fin de la guerre d'indépendance américaine en 1783. La ville, qui était déjà bien établie à l'époque, a servi en quelque sorte de base centrale aux forces britanniques. Elle a été le dernier endroit qu'elles ont occupé avant de se retirer complètement de cette guerre. Avant cela, la région a fait l'objet d'un va-et-vient entre les Britanniques et les Néerlandais. Ce n'est pas pour rien que tous ces puissants empires se sont tant disputés cette région. La géographie de New York est absolument extraordinaire pour le commerce. La région crée un port naturel sûr, protégé de l'océan, mais suffisamment profond pour accueillir les navires capables de traverser l'Atlantique depuis l'Europe. L'ensemble de la côte est des États-Unis possède nombre de ces formations portuaires naturelles. Cela constitue un avantage considérable par rapport aux pays qui ont dû créer leur propre port en eau profonde à partir de rien ou qui n'en possèdent tout simplement aucune. Aujourd'hui encore, bien que d'autres industries se soient développées dans la ville, New York abrite toujours le 4e port de navigation des États-Unis. Ce dernier est presque 2 fois plus grand que les ports de la côte ouest, qui sont principalement attitrés au commerce avec la Chine. Une remarque rapide mais très intéressante. Les seuls ports des États-Unis qui sont plus grands que le port de New York sont ceux qui sont situés autour de la connexion entre le fleuve Mississippi et le golfe du Mexique. Une immense quantité de production est réalisée autour de ce fleuve. Les marchandises peuvent être transportées à très bon marché, en amont et en aval du fleuve, en se connectant à chaque extrémité au port qui approvisionne ces industries. Ces dernières exportent ainsi très facilement leurs produits finis dans le monde entier. New York bénéficie également de ce type de commerce, mais dans une moindre mesure. L'Hudson est en effet relié par une série de canaux au Grand Lac, une autre région qui abrite d'immenses centres industriels. Au-delà de New York, ces lacs et ces réseaux de rivières navigables sont l'une des raisons fondamentales pour lesquelles les États-Unis sont aujourd'hui une superpuissance économique. Le coût du transport sur ces voies fluviales est très faible. Les bateaux fluviaux n'ont en effet pas besoin d'être très résistants ou d'être particulièrement puissants. Le transport de marchandises sur ces barges est par ailleurs moins cher que le transport sur les camions et les trains. Il est même compétitif par rapport au transport sur les porte-containers. Oh, et il a de plus le petit avantage d'être déjà construit, contrairement à d'autres infrastructures de transport dont la construction peut coûter des milliards de dollars.
Au-delà du simple transport de marchandises, les rivières assurent l'assainissement, l'irrigation et même l'alimentation de la population. Les grands réseaux fluviaux sont une caractéristique commune à d'autres superpuissances économiques, telles que la Chine, dont 40% de son économie est basée sur un seul fleuve, le Yangtze. Aujourd'hui, le port de New York n'est plus un port de commerce traditionnel comme il l'a été tout au long de son histoire. Il importe bien plus de marchandises qu'il n'en exporte, et la plupart de ces importations ne servent qu'à alimenter la demande massive des millions de personnes extrêmement riches qui vivent dans cette région métropolitaine. Cela est particulièrement impressionnant lorsqu'on se rappelle qu'il s'agit toujours de l'un des plus grands ports commerciaux mondiaux. Qu'est-ce qui est donc à l'origine de toute cette richesse ? Bien sûr, il est impossible de parler de l'économie de New York sans parler de la finance. La ville abrite des milliers d'institutions financières et d'intermédiaires. La raison pour laquelle ils ont choisi de s'établir ici, au cœur de la ville, est la présence de 2 bourses. Aujourd'hui, le Nasdaq et le New York Stock Exchange exercent la plupart de leurs tâches par voie électronique. Mais c'est sans doute cette activité qui a permis à New York de passer du statut de port commercial pratique à celui qu'elle occupe aujourd'hui, tout en transformant les États-Unis, pays à fort potentiel, en superpuissance économique incontestée du monde pendant près d'1 siècle. À première vue, tout ce que ces lieux font, c'est déplacer la propriété des entreprises sur papier, et c'est ce qui se passe au jour le jour. Mais tout cela sert un objectif très important. Le marché boursier est un marché comme les autres. Il relie les acheteurs et les vendeurs d'une manière relativement efficace, même si ce n'est pas aussi parfait que ce que certains économistes voudraient nous faire croire. Cela reste cependant le meilleur système dont nous disposons à l'heure actuelle pour relier les producteurs et les détenteurs d'actifs qui sont désireux et capables de vendre des produits avec des personnes qui sont désireuses et capables de les acheter. Un marché, quelle que soit sa forme, est en fait un moyen pour les gens de voter en faveur de ce qu'ils veulent produire via l'utilisation d'une monnaie. Dans un marché de fruits, si tout le monde achète des pommes et personne des poires, les agriculteurs remarqueront cette tendance et cesseront de gaspiller leurs ressources pour cultiver ces dernières. Ils consacreront plutôt ces ressources à la culture des pommes convoitées par tout le monde. Il s'agit bien sûr d'un exemple très simple, mais le mécanisme de rétroaction d'un marché libre permet à une économie de produire des millions de biens et de services avec une bonne dose de certitude que ces derniers seront appréciés à leur juste valeur. Les marchés boursiers sont donc en réalité un moyen pour les entreprises de vendre de petites fractions de leurs actions en échange d'argent. Elles pourront ensuite utiliser ce dernier pour acheter davantage de facteurs de production, de terres, de travail ou de capital, afin de produire davantage de ce qu'elles produisent. À l'instar des clients affamés qui choisissent entre des poires et des pommes le fruit qui fera le meilleur encas, les investisseurs placent leur argent sur ces marchés pour choisir les entreprises qui, selon eux, offriront le meilleur rendement. Les marchés boursiers ne sont pas l'apanage de New York ou des États-Unis. Il existe des centaines de marchés dans le monde entier où les investisseurs peuvent acheter des actions d'entreprise, soit auprès de l'entreprise elle-même, soit auprès d'un vendeur secondaire. New York n'a même pas été le premier endroit à accueillir de telles opérations. C'était les Pays-Bas. Les actions de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales étaient en effet vendues au public à la bourse d'Amsterdam, dans le but de financer leurs efforts coloniaux dans le monde entier. Tout cela s'est d'ailleurs produit avant même que les premières colonies européennes permanentes en Afrique du Nord n'existent. Il faudra attendre encore 170 ans avant que la bourse de New York n'ouvre officiellement ses portes. Mais pendant ce temps, la ville est devenue la poule et l'œuf de la réussite économique des États-Unis. La raison pour laquelle la bourse de New York et plus tard le Nasdaq sont devenus les plus grands marchés boursiers du monde est qu'ils répertorient les plus grandes sociétés cotées en bourse du monde. La raison pour laquelle ils arrivent à proposer un tel répertoire d'entreprises est qu'ils servent la plus grande économie du monde. Et enfin, la raison pour laquelle cette économie est devenue si grande au départ était, entre autres, que les sociétés pouvaient obtenir les investissements dont elles avaient besoin pour se développer à des échelles qui les rendaient dominantes au niveau mondial. Il est évident que ces échanges et que la ville de New York elle-même ne représentent qu'une petite partie de cette boucle de rétroaction de la productivité. Il s'agit cependant d'une partie incroyablement importante. Même aujourd'hui, alors que d'autres économies avancées du monde se débattent avec l'innovation et la dépendance excessive à l'égard des industries de base, les États-Unis financent et construisent de nombreuses entreprises. Ces dernières façonneront le monde futur d'une manière que nous ne connaissons même pas encore. D'ailleurs, des personnes du monde entier veulent participer à ce projet. Compte tenu de leur taille et de leur domination mondiale, les États-Unis contrôlent la monnaie de réserve officieuse du monde. Ils ont également démontré qu'il s'agissait d'un endroit sûr pour investir, où des éléments tels que les droits de propriété sont pris très au sérieux. De plus, malgré les gros titres, c'est un pays incroyablement stable sur le plan politique. Cela signifie que si les investisseurs cherchent à placer leur argent en dehors de leur pays d'origine, les États-Unis sont l'endroit de prédilection pour le faire. Le moyen le plus facile de réaliser ces investissements est de passer par ces bourses, qui vendent commodément des portions préemballées de certaines des entreprises les plus prospères au monde. Tout comme New York a fait du bien aux industries de tous les États-Unis,
Le commerce de ces actions est devenu une industrie qui a fait beaucoup de bien à New York. Le nombre de personnes directement employées dans les bourses est très faible. Or, indirectement, des milliers d'institutions financières opèrent dans cette région pour jouer leur rôle dans l'allocation du capital aussi efficacement que possible. Et des millions de personnes travaillent indirectement pour soutenir ces industries. Tout le monde, des ouvriers qui construisent des gratte-ciels aux avocats qui négocient des contrats d'1 milliard de dollars, en passant par les personnes qui préparent des repas dans des restaurants de classe mondiale, travaillent dans la ville. Cela a été permis en grande partie grâce à l'industrie qui s'est développée autour de la construction d'autres industries. Ces millions de personnes demandent également des biens et des services qui leur sont propres, et il est alors facile de comprendre comment l'une des villes les plus riches du monde a été construite. Comme si le fait d'être l'intermédiaire entre les investisseurs du monde entier et les entreprises à la recherche d'investissement ne suffisait pas, la ville a également développé d'autres industries de pointe à l'échelle mondiale. La réputation de la ville d'être le centre de tout a fait d'elle la plaque tournante mondiale des médias et du journalisme, et un concurrent de taille pour des villes comme Los Angeles dans le domaine du divertissement. New York dispose également d'un secteur technologique en pleine expansion, qui, même s'il n'est pas encore aussi développé que la Silicon Valley, accueille néanmoins un certain nombre d'entreprises qui ont construit la boucle de rétroaction de l'innovation industrielle que nous avons explorée plus haut. Aujourd'hui, toutes ces industries indépendantes souhaitent s'implanter dans la ville. En effet, la proximité des fournisseurs, des clients et même de la concurrence présente de réels avantages économiques grâce à ce que l'on appelle l'agglomération. C'est un mot terrible, mais il signifie qu'une entreprise qui fabrique une nouvelle technologie et qui peut parler à des investisseurs, se procurer des pièces, signer des documents juridiques, embaucher des travailleurs, parler à la presse de ce qu'elle fait et même voir ce que font ses concurrents, tout cela dans un même pâté de maison, fournira, toutes choses égales par ailleurs, de meilleurs biens et services qu'une entreprise qui doit répartir ses fonctions sur de nombreux sites différents. Les avantages de l'agglomération ont également permis de maintenir dans la ville un secteur d'activité inattendu au regard de la plupart des théories économiques, l'industrie manufacturière. Cette dernière prospère normalement là où le terrain et la main-d'œuvre sont aussi bon marché que possible. Des usines et des ouvriers moins chers peuvent produire des biens moins chers et donc plus compétitifs. C'est la raison pour laquelle une grande partie de l'industrie manufacturière est délocalisée dans des pays comme l'Asie. New York a des terrains très chers et des habitants parmi les mieux payés au monde parce que personne ne peut se permettre d'y vivre si le salaire ne suit pas. Malgré tout, New York possède un secteur manufacturier très important qui constitue l'un des plus gros employeurs de la ville. Dans l'ensemble, ces emplois sont moins bien rémunérés que la moyenne de la ville, ce qui pose de réels problèmes sociaux car cette dernière devient de plus en plus chère à vivre. Cependant, les salaires sont bien plus élevés que dans les autres zones plus typiquement associées à l'industrie manufacturière. Si ce secteur n'a pas été victime du même type de ralentissement industriel que des villes comme Détroit, c'est parce que les usines new-yorkaises ne produisent pas vraiment des produits destinés à être compétitifs sur le marché mondial, comme les voitures. Elles produisent plutôt des produits destinés à être compétitifs à New York. Il s'agit là d'une excellente démonstration des subtilités des économies d'échelle. En général, la production d'une plus grande quantité d'un bien ou d'un service donné permet aux fabricants de se spécialiser davantage dans la production de ces mêmes biens. Ils réalisent donc des investissements plus importants dans la production qui peuvent être répartis sur un plus grand nombre de biens finaux. Ainsi, à long terme, la production d'une plus grande quantité d'un bien rendra le coût unitaire de ce dernier bien moins élevé, du moins jusqu'à un certain point. Si une entreprise veut produire 1000 gobelets en plastique, il est inutile de payer des moules d'injection plastique sur mesure pour produire ces biens en masse, car ces derniers peuvent coûter des centaines de milliers de dollars chacun. Répartis sur seulement 1000 gobelets en plastique, il restera au final un article jetable coûtant au moins 100 $ l'unité qu'aucun consommateur n'achètera. Dans ce cas, il pourrait s'avérer plus économique de fabriquer les gobelets à la main, à un prix de 5 $ l'unité. Cela resterait un gobelet en plastique onéreux, mais c'est moins mauvais qu'un gobelet à 100 $. Si une entreprise voulait fabriquer 1 milliard de gobelets en plastique, le prix du moule de 100 000 $ deviendrait insignifiant, car il serait réparti sur l'ensemble de ces gobelets. L'entreprise pourrait également fabriquer ces derniers là où les salaires et les usines sont moins chers. En effet, là encore, le prix de l'expédition de ces articles deviendrait rentable en raison du faible coût de fabrication individuelle et des économies d'échelle. Les économies d'échelle sont donc importantes, mais il arrive parfois, ou même souvent, que les consommateurs ne veuillent pas 1 milliard d'exemplaires d'un produit. C'est là que les petits producteurs locaux peuvent rapidement fabriquer des articles à faible production ou des articles uniques et rester compétitifs. La plupart des produits fabriqués à New York sont donc consommés à New York. Cependant, en raison de l'ampleur de l'économie de ce centre, même cette industrie locale emploie des centaines de milliers de personnes. Malheureusement, ce centre manufacturier n'a pas été épargné par les effets de la mondialisation. À mesure que les industries mondiales qui gagnent des milliards de dollars dans le monde entier s'installent dans la ville, il y a moins d'espace pour que ces industries puissent survivre.
Comme pour Tokyo, nous allons placer New York, l'une des villes les plus influentes au monde, sur le classement de l'économie expliquée. Comme toujours, il est difficile d'obtenir une estimation précise de la production économique d'une ville parce qu'il n'y a pas de frontières strictes qui définissent où elle commence et où elle s'arrête. Il y a également peu de données sur les échanges commerciaux à l'intérieur et à l'extérieur de ces frontières mal définies. Enfin, les organisations telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale n'établissent pas de chiffres de PIB pour les villes. Pour ne rien arranger, la région métropolitaine de New York s'étend d'ailleurs sur 3 États qui gèrent tous leurs économies de manière légèrement différente. Les meilleurs chiffres que l'équipe a pu trouver prennent pour base la plus large estimation des frontières de la ville de New York, y compris tous ses terriers et ses zones industrielles étendues. La production économique totale de cette zone est de 1,9 billion de dollars, ce qui en fait la deuxième ville du monde en termes de production, derrière Tokyo. Par rapport aux économies nationales, cela donne tout de même à la ville une note de 8 sur 10. Cette surproduction est répartie sur une population collective de 23,5 millions d'habitants. Cela signifie que la ville a un PIB par habitant de 80 000 dollars, ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale et fait de cette région l'un des endroits les plus productifs de la planète. Cela lui donne un 9 sur 10. La stabilité et la confiance sont très élevées. Ce n'est pas pour rien que cette ville est devenue un centre international dans tous les domaines, de la finance à la géopolitique, l'ONU ayant même choisi d'y installer son siège. Elle obtient un 9 sur 10, perdant seulement un point parce qu'elle est sujette à des changements au sein des États-Unis et dans le monde entier. La croissance a été forte et la ville est tellement liée à l'économie nationale des États-Unis qu'elle a tendance à se développer et à se contracter plus ou moins en fonction de cette dernière. Malgré cela, elle a atteint un taux de croissance moyen d'un peu moins de 4% au cours de la dernière décennie, ce qui est très impressionnant pour un centre aussi établi et avancé. La ville obtient donc une note de 8 sur 10. Nous n'avons exploré que les activités les plus importantes et les plus influentes de New York. Mais nous aurions pu facilement passer 1 heure à évoquer tout ce qui fait de cette ville ce qu'elle est. Le simple fait d'être le centre mondial de la finance suffirait. Mais si l'on y ajoute la technologie, le tourisme, le divertissement, les opérations diplomatiques, la construction et la bonne vieille fabrication, on obtient clairement 10 sur 10. Au total, New York obtient une note moyenne de 8,8 sur 10. Elle devient donc un autre centre financier mondial qui brouille vraiment la frontière entre pays et villes. L'économie de Singapour est également très intéressante et nous lui avons consacré une vidéo entière. N'hésitez pas à aller la regarder. Merci d'avoir regardé. Ciao.